Cet atelier, c'est un projet de l'UCFO qui est actuellement en partenariat avec le Conseil de la coopération de l'Ontario et qui est financé par l'Ontario, la province. Donc, l'UCFO, c'est en sigle, en fait, ça veut dire l'Union culturelle des femmes franco-ontariennes. C'est une organisation à but non lucratif qui travaille pour améliorer les conditions de vie des femmes francophones de l'Ontario. Dans sa mission, elle vise une femme forte, autonome, inclusive et leader dans la société. Donc, tous les moyens de l'UCFO, il va les mettre en disposition pour créer cette image de la femme. Donc, dans l'ordre du jour aujourd'hui, on a l'accueil, on vient de faire. Merci de votre présence, merci d'être là. Ensuite, je vais me présenter et on va entamer à présenter l'atelier. Donc, moi, Lydie, je suis agent de projet stagiaire au Conseil de la coopération de l'Ontario. Je suis également étudiante en dernière année en administration des affaires à l'Université de Hearst, qui est au nord. Donc, j'ai accepté de travailler avec les CCO et particulièrement mener ces projets parce que je me sens concernée à la question de l'acceptation de la femme dans les milieux entrepreneuriaux. Et je me sens concernée aussi à voir la femme évoluer vers les postes à responsabilité, donc la femme leader. Donc, concernant les CCO, on doit savoir que les CCO travaillent pour le développement des entreprises sociales et coopératives. Dans cette rubrique de son travail, il va faire l'accompagnement des entreprises, il va faire les services sur mesure, il va proposer des formations en entrepreneuriat, financement social. Aussi, il va travailler dans les développements économiques et communautaires. Là, il va faire la revitalisation des communautés, le renforcement des capacités, la gestion de projets et de programmes et des services d'animation comme celui-ci. Dans la gestion organisationnelle, le Conseil de la coopération de l'Ontario va faire la gestion contractuelle d'organisation, la planification stratégique, l'évaluation, la livraison de programmes en français. Dans la recherche et l'innovation sociale, les CCO va faire des projets de recherche sectorielle, le perfectionnement de formules et les mesures d'impact social et puis les incubateurs. Donc également, il s'engage dans les affaires internationales où il va plus travailler sur l'attraction des investissements directs de l'étranger, le passerelle d'entreprises sociales et coopératives, et il va faire le partenariat avec vers le développement et la coopération internationale. Donc ça vous donne au moins une idée de qu'est-ce que les CCO fait comme entreprise. Donc, on va directement entrer dans le but du sujet. Donc, on va parler aujourd'hui du leadership féminin. Je ne sais pas dans la classe, dans le Zoom, si les femmes se sentent à l'aise et juste se prononcer. Quand on parle du leadership féminin, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Si vous avez la parole, juste lever votre main ou juste prendre la parole. Est-ce qu'on est en mesure d'entendre de la salle, Marianne? Je pense que oui. Oui, on est là. Bonjour! Bonjour. C'est quoi le leadership au féminin, selon nous? Exact. Oui. C'est quand c'est une femme qui décide. Oui. Ou elle recrute et elle inspire les autres. Exactement. Et puis elle délègue, hein, à toutes les sauces. Elle accepte la responsabilité. Elle prend en charge. Super. Donc, on a presque tous les éléments de la réponse de ce que c'est une femme entrepreneur ou bien une femme leader. Donc, brièvement, on va dire le leadership, c'est la capacité à inspirer la confiance, à guider. Comme vous avez dit tout à l'heure, déléguer, ça va dans guider aussi. Guider les autres et les influencer de manière à atteindre des objectifs précis. Donc, la leader va gérer une équipe, mais pas forcément, parce que on peut faire partie d'un groupe de travail et puis être leader de ces groupes-là par son comportement qui a de l'influence. Si vous avez
par exemple, je vais dire, moi, je suis à l'université, je fais l'admin et si j'ai des lacunes, disons, en comptabilité, je peux tirer le comportement d'un collègue leader dans ma classe. Je vais voir comment il structure son travail, comment il répartit le temps de son travail. Et ça peut être un comportement qui peut m'aider à justement, comment dire, à minimiser mes difficultés. Donc, peut-être planifier un peu plus de temps dans mon organisation. Et ça, on va dire que la personne est leader. Vraiment, le leadership, ça va vraiment pas d'une position hiérarchique, mais c'est vraiment cette capacité à mener les autres à atteindre des objectifs, à inspirer, à influencer. Donc ça nous amène à ces diapos. Comme on peut voir dans les deux images, ici, aujourd'hui, on va parler du leadership féminin. Donc, on peut voir qu'à l'image de gauche, on voit un type de leadership qui est différent à l'image de droite. On voit qu'à gauche, ça a l'air de l'usage de pouvoir. Les collaborateurs n'ont pas l'air d'être assez à l'aise autour de leur chef, qui est censé être leur leader. Mais on voit qu'à l'image de droite, tout le monde a l'air d'être à l'aise, inclus dans la conversation. Et tout le monde prend plaisir d'écouter n'importe qui est en train de participer. Vraiment, c'est le modèle de leadership qu'on va encourager à la femme et qui va avoir de meilleurs impacts sur les résultats qu'on va obtenir. Donc, quand on parle de leadership, on voit que le leadership féminin, ça a beaucoup de bénéfices quand il est inclusif, bien sûr. On voit que ça va être un générateur d'idées, c'est-à-dire où tout le monde se sent à l'aise, tout le monde se sent en mesure d'exprimer son idée sans jugement, sans pour autant personnellement juger que son idée ne servait à rien parce que on sait que sa voix compte et c'est essentiel qu'on exprime son point. Donc, ce type de leadership, ça encourage le travail d'équipe et favorise le vivre ensemble au milieu du travail. Donc, on va beaucoup plus travailler le climat, le côté relationnel. Aussi, il crée un climat de confiance et augmente le plaisir de travailler ensemble. Et ça, ce sont des éléments qui vont directement aller maximiser les chances des très bons résultats dans l'entreprise. Donc, concernant les qualités d'un bon leader, on va voir qu'un bon leader, c'est quelqu'un qui sait mobiliser les équipes, donc les amener à poser des actions. C'est quelqu'un qui sait écouter activement, vraiment prendre le temps d'écouter ses coéquipiers ou bien ses collaborateurs, seulement pas parce qu'il faut les écouter parce qu'on peut tirer de leur opinion des éléments nécessaires à la décision. Donc, un bon leader, c'est quelqu'un qui a une vision claire, qui la partage parce que votre équipe, ça vous accompagnera vers votre direction, que si elle a conscience et connaît exactement c'est quoi la vision, sur quoi elle doit travailler, comment elle doit travailler. Donc, c'est très important pour les leaders ou la leader de partager sa vision de l'entreprise ou bien d'un projet quelconque si on est en train de mener un projet. Donc, c'est quelqu'un aussi qui sait utiliser son intelligence émotionnelle. C'est vrai, quand on parle de leadership, on voit également la gestion des humains. Et c'est vrai, en tant que leader, on dit il faut être inclusif, c'est bien, mais dans l'inclusion, il y aura certainement, dans la participation qui amène à l'inclusion, on va sûrement avoir des points divergents, on va avoir des différends dans notre façon de penser les choses. Il faut vraiment avoir la capacité à faire usage de son intelligence émotionnelle pour harmoniser, prioriser les climats dans le milieu de travail. Donc ici, on va voir les conséquences qui arrivent à l'absence d'un leadership qui est correct. Donc, on va appeler ça le leadership négatif. Donc, on voit qu'un leadership négatif, c'est un leadership qui est trop ou pas assez d'autorité au lieu de responsabiliser les autres. C'est un leadership qui a un manque d'humilité, c'est-à-dire on va avoir un chef qui s'impose même quand on est conscient que sa décision pourrait amener à des désastres dans l'entreprise. On voit que le leadership négatif fait preuve d'un manque d'écoute et de communication. Donc, notre point en tant que collaborateur ou bien membre d'équipe, ça compte pas. Manque d'ambition, manque d'assertivité.
et puis la mauvaise gestion des conflits. Donc, un bon leader devrait normalement être en mesure de savoir gérer des situations conflictuelles dans son équipe ou bien dans l'entreprise dans son ensemble. Mais quand il vient à question, s'il s'agit d'un leadership un leadership qui est négatif, on va sûrement voir qu'il va avoir des failles à la manière dont on va gérer les conflits dans l'entreprise. Donc, le leadership négatif va avoir des difficultés à inspirer confiance. Déjà, quand on est dans un milieu où sa participation ne compte pas, ce qu'on dit, ça compte pas, sa voix ne peut pas être entendue, son opinion ne peut pas être acceptée, c'est tout un climat de confiance qu'on vient casser. Également, le leadership négatif va venir avoir des difficultés à obtenir de l'adhésion et à donner du sens. Donc, c'est vrai quand les gens quittent ou bien les gens ne sont pas d'accord, le fait qu'on ne se sent pas à l'aise dans une entreprise pourrait sûrement être une raison de perte d'employés. Et quand les employés partent, ils partent avec la nouvelle de l'entreprise et la propagent autour d'eux. Quand on demande pourquoi tu as quitté, sûrement il va expliquer pourquoi c'est arrivé. Et ça donne de moins en moins aux gens les désirs de venir adhérer dans votre entreprise. Donc, juste faire attention pour cela. Également, on va voir que dans un mauvais type de leadership, il va y avoir des difficultés à bâtir des équipes performantes et à créer un environnement collaboratif. Donc, la performance, c'est aussi la conséquence d'un milieu où il fait beau vivre, je peux dire. La performance est la conséquence d'une bonne collaboration et quand on peut pas se faire écouter, quand on peut pas participer aux décisions, on se voit un peu faire son travail peut-être avec négligence ou bien sa participation, on sait que ça compte pas, donc les résultats de son travail aussi, on peut le considérer pareil. Donc, comme je viens de dire tout à l'heure, on va observer la perte d'employés dans des entreprises qui ont un leader qui fait mauvaise gestion du leadership. On va avoir un faible rendement parce qu'il n'y aura pas assez de collaboration. Donc, on va pas aller mobiliser toutes les capacités chez les employés déjà du fait qu'on n'a pas une très bonne collaboration et la communication. On va observer aussi de la désharmonie organisationnelle et un manque de sens d'initiative. Donc, où tout le monde se sent à l'aise, on va pas hésiter de dire que je pense que cette idée est correcte, cette idée pourrait aider. Mais quand on sent que le chef ou bien le leader ou la leader s'impose un peu trop, ça pourrait devenir effrayant pour le collaborateur de pouvoir prendre des initiatives, à donner des idées sur des projets ou bien dans l'ensemble de l'entreprise. Alors, ici, on va se questionner, puisqu'aujourd'hui, on parle du leadership féminin, on va se questionner, est-ce que le leadership est-il genré? Est-ce que c'est vraiment correct de dire qu'il y a un type de leadership qui devrait être dit féminin et l'autre masculin? Donc, dans les diapositives qui vont suivre, je vais juste essayer de répondre à la question. Donc, on va se questionner si une femme a-t-elle des qualités d'un bon leader? La réponse est oui. Mesdames, vous êtes ici. Vous avez toutes les qualités qui font de vous de bons leaders. Je vais juste... je sais pas où je l'ai entendu, mais je pense à quelque part, j'ai entendu qu'on dit que toutes les femmes naissent leaders. Parce que même on peut prendre l'exemple dans des familles, on voit que la grande sœur, même dans les enfants, la jeune fille la plus âgée va toujours avoir des initiatives d'organisation avec ses petits. Moi, je suis aînée dans ma famille. J'ai toujours eu ce sens d'initiative, de vraiment essayer d'organiser les choses. Donc, c'est vraiment des qualités qu'on a dans notre vie de tous les jours qui peuvent aussi nous servir dans notre vie de leaders comme dans une entreprise. Donc, une autre question serait, est-ce que la femme n'est-elle pas en mesure d'atteindre des objectifs en motivant son équipe? Oui, les femmes sont capables, pareil que les hommes, d'atteindre des objectifs professionnels tout en motivant leurs équipes. Donc, partant de ça, on peut se questionner si le leadership n'a pas de genre. Donc, ça, c'est la réponse qui va suivre avec les diapos après. Avant d'y arriver là, on va voir un peu certaines tendances. Donc, le leadership féminin qui peut être défini comme l'occupation de fonctions
l'occupation de fonctions de postes à responsabilité par deux femmes, afin de piloter des projets, gérer des équipes et diriger des services. Donc, on va voir dans différents coins du monde, il y a des femmes qui sont des leaders, qui gèrent des postes à grande responsabilité. Donc, ça laisse voir la possibilité pour n'importe quelle femme qui va suivre cette formation ou bien qui est ici présente, que c'est possible d'atteindre le plus haut sommet de postes dans des entreprises, dans des organisations en tant que femme. Pareil que les hommes, les femmes, on a des capacités, on a des compétences qui peuvent nous amener jusque-là. Donc, pour faire place aux statistiques du leadership féminin au Canada, en 2022, on a observé un taux de 29% de femmes qui siègent à la Chambre commune du Canada. Et quant au classement mondial, on observe la 59e place du Canada par rapport à l'égalité de femmes dans le Parlement national. Donc, c'est vrai, la femme, quoi qu'elle ait des compétences et des qualités qui peuvent la qualifier comme un très bon leader, on voit qu'elle est toujours en recul comparativement à l'homme. En 2023, là, on est en train de parler de 2022 et puis on est en train de parler d'un pays de la grandeur du Canada où la femme occupe, dans les classements de l'égalité de femmes et les hommes au Canada, on trouve que ça occupe encore la 59e place qui est encore assez éloignée de ce qu'on pourrait comprendre comme réalité. Donc, le taux de représentation de femmes de couleur qui siègent à un conseil d'administration ou qui occupent un poste de cadre représente 6%. Donc, on voit que les tendances, c'est peut-être un peu strict encore avec les femmes de couleur, mais c'est vraiment des éléments qui sont importants pour nous, les femmes ici, de savoir c'est quoi notre réalité dans le monde du leadership, c'est quoi les places qu'on occupe, et aussi de voir les places qui ne sont pas occupées parce qu'on n'a pas encore atteint ces niveaux-là. Donc, on observe un pourcentage de 30%, les femmes qui sont moins susceptibles que les hommes de recevoir une promotion à partir d'un poste de premier échelon représentent 30%. Donc, comparativement aux hommes, les femmes vont avoir du mal à recevoir des promotions à partir d'un poste d'échelon dans des entreprises. Donc, ici, comme on vient de voir dans les précédentes diapositives, on va observer un déséquilibre en leadership. Donc, ce qui veut dire les déséquilibres en leadership dans les institutions professionnelles et ou politiques du Canada, on voit que c'est beaucoup plus enraciné dans les pratiques patriarcales, coloniales et discriminatoires qui créent des obstacles supplémentaires pour les femmes de différents horizons, les transgenres et les personnes bispirituelles. Donc, on voit que c'est comme si les rôles que la femme a occupés dans les années passées, comme on va prendre l'époque coloniale où le rôle de la femme, c'était beaucoup plus axé vers la maternité, le foyer, elle restait à la maison, l'homme partait au travail. Est-ce qu'on peut trouver ça comme une situation qui explique que la femme, elle est encore en retard, on peut dire, à sa course par rapport au leadership dans les entreprises, face à la position de l'homme? Donc, on va voir que pour remédier à ces déséquilibres en leadership, il faudrait donner aux femmes accès à des mentors. Donc, les femmes ont besoin de mentors pour peut-être avoir plus de confiance en elles, pour affronter ou bien entrer dans un réseau qui est beaucoup plus masculin. Donner les possibilités de mise en réseau, c'est-à-dire élargir ou bien créer des réseaux de collaboration des femmes pour inspirer aussi confiance aux femmes d'aller justement entrer dans ces milieux qui est carrément masculin. Donner accès à des modèles féminins d'horizons différents. Si vous êtes par exemple une femme leader qui opère dans un domaine spécifique et que dans votre province, dans votre pays ou bien dans l'état où vous trouvez, il n'y a pas une femme qui vous inspire à ce que vous voulez faire, n'hésitez pas d'aller exploiter ou bien d'aller chercher une femme dans un autre pays pourvu qu'elle fasse quelque chose de similaire à ce que vous voulez faire et qu'elle a déjà du succès dans ce qu'elle fait. Donc,
Aussi, dans ça, on va essayer de désamorcer les craintes sur les capacités des femmes leaders. Beaucoup de femmes ont des capacités d'être des très bons leaders, mais elles ont beaucoup de craintes parce qu'elles vont se retrouver dans un milieu et elles vont peut-être être seules sur, disons, une femme entre 10 hommes ou bien une femme sur 5 personnes, une femme autour des 4 hommes. Vraiment essayer de désamorcer les craintes et puis révéler aux femmes leurs capacités pour qu'elles soient des très bons leaders dans les entreprises. Alors, aujourd'hui, on va parler de leadership féminin et on va aller chercher la réalité qui est proche à nous qui sommes ici au Canada. Donc, les statistiques nous montrent que de nombreuses femmes, de nombreuses positions hiérarchiques sont majoritairement occupées par des hommes, que l'équilibre entre le leadership masculin et le leadership féminin doit être encouragé parce que les tendances ne sont pas balancées jusqu'à date. Je dois dire que le Canada, c'est un pays où on observe une très, très, très bonne proportion hommes-femmes. Donc, le Canada compte presque la même proportion des femmes et des hommes. Je pense que les femmes, c'est 49,6% des femmes au Canada contre 50,4% d'hommes. Donc, c'est vraiment presque 50%, 50%, mais ce n'est pas la même situation si on va parler du leadership féminin. Donc, on va aller chercher l'équilibre entre les deux leaderships pour encourager la femme à atteindre son seuil. Donc, un autre frein au leadership féminin, ce serait l'évolution des mentalités. Donc, comme j'ai présenté en avant, les titres sexiques de la BBC après la démission de Jacinda, qui est la première ministre néo-zélandaise, ça vient encore nous questionner si une femme qui est première ministre va démissionner de son poste, est-ce que les femmes peuvent vraiment tout avoir? Est-ce que les femmes peuvent vraiment espérer avoir des postes de leaders, des postes à très grande responsabilité? Mais on observe également que dans la population mondiale, 23% des hommes estiment que le barbecue est une affaire d'hommes. Juste pour faire clair, le barbecue ici, ça veut juste revenir, ça veut juste dire la négociation contractuelle et tout ce qui a trait à de l'argent, où on va négocier par exemple un projet, combien ça va coûter. Donc, il y a des hommes qui pensent jusqu'à date que c'est une affaire qui devrait juste être faite par des hommes. 23%, ça représente quand même énormément de personnes qui y croient jusqu'à date. Donc, nous, on va essayer d'aller combattre les stéréotypes du genre. Pour faire clair, les stéréotypes du genre, c'est quand on parle de stéréotypes, on veut dire des opinions qui sont généralisées ou de préjugés quant aux attributs, aux caractéristiques des femmes ou des hommes et comment les hommes ou les femmes devaient jouer rôle dans la société possédant ces qualités. Donc, par exemple, on va dire que les femmes sont nulles en maths, un garçon, ça ne pleure pas, les filles qui portent des petites jupes sont des filles faciles. C'est vraiment des choses qui restent pas vraies, c'est juste des préjugés, c'est juste des opinions généralisées. Donc, nous, on va aller les combattre pour ressortir l'image de la femme qu'on veut. Donc, quoi qu'il y ait des stéréotypes, quoi qu'il y ait de préjugés sur la femme, on a quelques certitudes. On est certain que des différences de style existent entre les leaderships masculins et féminins. Mais cela ne devrait pas nous amener à dire qu'un leadership est carrément féminin ou bien un leadership est strictement masculin. Donc ici, on voit que selon les rapports de 2008 des Women Matter, la femme utilise plus fréquemment 5 de 9 comportements qui améliorent la performance organisationnelle. Comme je disais en avant, on a toutes ici, les femmes, les qualités naturelles sans qu'on ait eu de formation dessus qui nous qualifient comme des bons leaders. Par exemple, la femme va toujours essayer d'inclure les autres, on va toujours essayer d'être solidaire, d'aller chercher les meilleurs côtés des autres. Donc, on voit que la femme va faire usage du développement des autres, des attentes et des reconnaissances. Elle va essayer d'être exemplaire, donc on va faire usage de l'exemplarité.
elle va essayer, quand elle est leader, d'être vraiment une source d'inspiration pour les autres femmes. Parce que étant leader, je pense que toutes les femmes leaders, elles sont au courant des challenges que les autres femmes rencontrent dans leur vie personnelle, des doutes qu'elles font face à leurs capacités. Donc vraiment, être cette source d'inspiration pour les autres femmes. Et la femme va faire aussi l'usage de la prise des décisions participatives. Donc, elle aimerait toujours avoir une opinion contraire, qu'elle utilise ou pas. C'est important pour la femme d'inclure tout le monde, que tout le monde donne son point de vue dans un sujet ou bien sur un projet. Et pourtant, chez l'homme, le pouvoir s'est traduit par la capacité du leader à garder la main sur son équipe, sur ses responsabilités. On va voir que dans les types de leadership masculin, l'homme, comme on a vu dans l'image de gauche au début de la présentation, donc le leader masculin va beaucoup plus essayer de s'imposer, imposer son idée, d'imposer sa vision, mais la femme va aller chercher, tout en gardant l'objectif de départ, elle va aller chercher l'avis des autres pour créer en tout et amener aux excellents résultats. Donc, pourquoi est-il important d'avoir les femmes dans le rôle des leaders? C'est très important pour nous, en 2023 surtout, d'avoir plusieurs femmes dans le rôle des leaders parce qu'un plus grand nombre de femmes d'horizons divers en position de leadership pourrait favoriser l'avancement des dossiers sociaux, économiques et politiques pour tous les genres. Donc, on pense que disons par exemple l'exemple du Canada, le Canada a presque les mêmes proportions de femmes et d'hommes. Et si on parle de 50% d'hommes, 50% de femmes, et que les femmes leaders ne sont pas balancées par rapport aux hommes leaders, on est en train de voir aussi un pays qui est en train de sous-utiliser certaines capacités, parce que la femme a des capacités intellectuelles qui pourraient également contribuer à l'avancement des travaux sociaux, économiques et politiques. Donc, c'est important pour nous d'avoir les femmes dans le rôle des leaders, puisque le leadership des femmes dans les instances de prise de décision contribue à l'adoption de lois, la prise de décision et l'élaboration de politiques plus inclusives et plus représentatives. Dans un pays où les femmes leaders ne sont pas, où les femmes leaders ne sont pas assez nombreuses, ça veut aussi dire un pays où les lois sont votées considérant plus le masculin que le féminin. Donc, on va observer les lois qui ne sont pas beaucoup plus inclusives. On va observer des prises de décision qui ne sont pas inclusives parce que c'est déjà voté sur base de plus d'hommes et moins de femmes. Donc, c'est important d'avoir des femmes dans des rôles de leaders pour avoir la participation et la représentation de femmes, contribuer à renforcer la démocratie, disons dans le cas du Canada, et améliorer l'efficacité de ces institutions. Donc, c'est vraiment très important pour les femmes d'aller dans des rôles de leaders parce que si on n'est pas représenté, on va juste subir des lois ou bien des décisions qui ont été votées sur base d'hommes ou bien sur base de plus d'hommes que de femmes. Donc, dans des certitudes, on va dire aussi que les femmes sont autant désireuses que les hommes à évoluer vers des fonctions de leaders. Donc, quand on se prive, comme je viens de dire précédemment, quand on se prive des femmes leaders, on se prive de 50% des leviers des talents. Parce que les femmes, elles sont talentueuses, elles sont très intelligentes, elles sont capables de faire évoluer les choses dans le monde. Et quand on ne sollicite pas leur participation, donc on se prive quelque part des avancements dans le monde ou bien dans nos pays et dans nos entreprises. Les stéréotypes de genre doivent être combattus dans les entreprises et dans le gouvernement pour encourager la prise de fonction de femmes leaders. Un équilibre entre les hommes et les femmes dans les instances des entreprises est souhaitable pour exploiter les qualités de chacun. Donc, on va faire un petit constat. Donc, on va aller se questionner sur qu'est-ce qui explique la présence minoritaire de femmes en leadership aujourd'hui. Est-ce que c'est le préjugé? Est-ce que la maternité continue toujours d'être une explication à la présence minoritaire de la femme au niveau institutionnel?
ou bien c'est le niveau de scolarité? Est-ce que la femme est moins représentée dans les institutions, dans les entreprises, ou bien on observe moins de femmes leaders parce que les femmes n'ont pas le niveau éducatif que les hommes? Donc, on va juste voir dans les prochaines diapositives la tendance au Canada et ailleurs. Donc, concernant la réalité qui nous est proche ici au Canada, il n'y a aucun des arguments précédents qui détient la vérité. Donc, si on observe moins de présence de femmes dans des postes de leaders, ce n'est ni à cause de la maternité, ce n'est ni à cause de la maternité, ni à cause du niveau de scolarité, puisque j'ai choisi 2 groupes d'âge. On va juste aller checker parce que le groupe d'âge ici ont été choisis sur base de à quel âge aussi la femme va peut-être très bien se réaliser et les hommes aussi. Donc, si on observe au Canada, dans le groupe d'âge de 25 à 34 ans, on voit que il y a 8 femmes qui ont au moins un diplôme ou un certificat de grade par rapport à 13 hommes, OK? Mais parlons de femmes ou des hommes qui fréquentent l'université. On va voir que entre 25 et 34 ans, 28 hommes vont aller jusqu'au niveau université contre 41 femmes. Donc, ça laisse quand même à voir que le problème, ça vient vraiment pas du niveau scolaire. Est-ce qu'on doit se questionner plus profondément? Donc, on va voir dans la tranche d'âge de 55 à 64 ans, au niveau universitaire, on a presque la même tendance. Donc, on voit que les femmes sont aussi éduquées du niveau universitaire que les hommes. Donc, par ça, on pourrait comprendre que le frein quant au leadership féminin, c'est vraiment pas quelque chose qui vient des préjugés, qui vient de la maternité ou bien des niveaux de scolarité. C'est juste que les femmes n'ont pas encore pris conscience ou bien n'ont pas encore eu le vrai goût d'aller vers le poste à responsabilité de devenir leader. Donc ça, c'est la raison de notre sensibilisation durant cet atelier. C'est vraiment rendre compte aux femmes de leurs capacités, les encourager à viser loin dans leurs objectifs professionnels. Donc, après avoir observé toutes les tendances, on va aller voir comment utiliser la stratégie pour faire progresser le leadership chez les femmes. Donc, c'est vrai qu'on réalise, en 2023, il y a de plus en plus de femmes qui vont faire des très grandes études. Il y a de plus en plus de femmes qui vont avoir une posture de confiance. Mais c'est vraiment pas le cas chez toutes les femmes. On doit assumer qu'il y a encore un gros travail à faire derrière les femmes parce qu'un très gros pourcentage reste encore non représenté dans plusieurs niveaux des entreprises. Donc, la première stratégie pour faire progresser le leadership chez les femmes, c'est aborder les conceptions traditionnelles du leadership qui sont ancrées dans des notions coloniales, blanches, suprémacistes, capitalistes et patriarcales du pouvoir et accorder une plus grande place aux modèles et aux pratiques de leadership alternatives. Donc, ici, il faut vraiment rendre compte aux femmes que durant une grande période de la vie, on les a considérées comme des gens qui devaient rester à la maison, comme des gens qui n'avaient pas trop le droit ou bien elles n'avaient pas trop besoin d'aller plus loin dans leur carrière ou bien dans leurs études, ce qui expliquerait qu'elles soient considérées ou bien qu'elles se voient sous-représentées telle que la situation actuelle. Donc, la deuxième stratégie pour faire progresser le leadership chez les femmes, c'est mener des discussions sur le leadership civique qui doivent prendre en compte la place des femmes autochtones, des personnes bispirituelles et veiller à ce qu'elles soient représentées dans la gouvernance. Donc, aujourd'hui, on doit se questionner en tant que femme, est-ce que toutes nos divergences, toutes nos différences sont représentées au niveau du gouvernement, par exemple, où les lois sont votées, puisque nous, on va devoir respecter la loi. Est-ce que où on vote la loi, tous les modèles de femmes sont représentés? Est-ce que les femmes bispirituelles sont représentées? Est-ce que les femmes autochtones sont représentées? Est-ce que les femmes de couleur sont représentées dans nos institutions? Parce que si elles ne sont pas représentées, elles vont seulement subir la décision parce que ça va pas prendre en compte leurs différences. Donc, on va essayer aussi de repenser
de repenser les exigences rigides en matière de leadership qui peuvent créer des obstacles inutiles et ignorent la contribution des groupes marginalisés au changement social. En dernier lieu, il faudrait élaborer des politiques et des processus de recrutement qui valorisent l'expérience vécue et les leaderships non institutionnels en tant qu'indicateur de compétences avancées en matière de leadership. Je pense qu'aujourd'hui, à la place de sous-estimer quelque part les femmes, dire qu'elles sont trop émotives, elles sont trop impulsives pour gérer des postes à responsabilité, pourquoi on ne choisirait pas une vision ou bien une perception de la femme? Si la femme est capable de gérer une famille, pourquoi on ne va pas estimer qu'elle peut utiliser les compétences de gestion de sa famille comme leader? Parce que en gérant la famille, c'est vrai, elle apprend à gérer des émotions, elle apprend à gérer des différences avec les différents comportements des enfants, avec des différentes tendances dans la famille, peu importe, avec la belle famille. C'est vraiment des qualités, c'est vraiment des compétences que la femme pourrait mettre en jeu pour bien gérer ses postes à responsabilité. Donc ça faisait les tours à ma partie de présentation. Mesdames, j'aimerais vous entendre. Si vous avez des réactions, si vous avez des questions, des suggestions, je vous laisse le micro ouvert. Merci et merci vraiment pour votre participation. Oui, j'ai un commentaire. Je siège sur un conseil d'administration de l'hôpital. Et je me demande, le Nord de l'Ontario, là, je ne pense pas qu'on matche les statistiques canadiennes. Nous autres, tous les hôpitaux sont gérés par des femmes dans le Nord. Toutes les écoles, le système scolaire est géré par des femmes. On a égal d'avocats que d'avocats. On a plus de comptables filles que de gars. Et à peu près le système bancaire, les caisses populaires, c'est encore les gars qui runnent le show. Mais les banques, c'est des femmes. Fait que je me demande s'il y a quelqu'un qui a regardé si Hearst, on est différent. Parce que j'essaie de recruter des gars sur mon conseil d'administration. J'ai pas jamais de réponse. Puis, ils sont carrément, puis dans le nord de l'Ontario, on est plus de femmes que de gars, c'est à peu près 51-49, puis on est plus scolarisés. Ça fait que tout ce que tu me dis sur même l'industrie forestière, là, Columbia, c'est une femme qui gère. Il y a 3 grosses industries forestières. À Hearst, il y en a une, c'est représentée par une femme. Fait qu'on n'est pas sous-représenté dans le Nord. Je pense qu'on a vraiment une image différente. C'est mon commentaire. Je comprends ton observation. Est-ce que, Michael, tu voulais intervenir? Ben, tu sais, je pense que si c'est l'observation qu'on a dans le nord de l'Ontario, mais tant mieux, hein? Tu sais, que le nord de l'Ontario soit plus en avance que le reste du monde, c'est sur ce front-là, tu sais, il n'y a que des félicitations à apporter. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est de quantifier, tu sais, l'anecdote que tu es en train de partager lors d'une étude. Tu sais, ce serait bien, tu sais, d'apporter peut-être une étude dans le nord de l'Ontario et de se dire, tu sais, oui, les femmes sont surreprésentées, tu sais, sur les conseils d'administration, comme tu es en train de dire, dans les hôpitaux, dans le secteur de l'éducation. Mais, tu sais, comment mesurer cette surreprésentation-là? Tu sais, quel est l'indicateur? Right? Et alors, c'est une très bonne chose, right? Mais il faut qu'on la décortique en utilisant, par le biais d'une étude, parce que si on est plus avancé dans le nord de l'Ontario, ben, il faut qu'on trouve pourquoi. Et en trouvant ce pourquoi, faut qu'on la partage avec d'autres municipalités, d'autres régions à travers le Canada qui sont en train de faire moins de progrès que le nord de l'Ontario, effectivement. Tu sais, je pense qu'il y a des leçons à apprendre ici. Exactement, Michael. Vas-y, salle de Mathis. Vas-y. Moi, j'ai 2 pistes de solutions si jamais quelqu'un étudie le phénomène dans le Nord. C'est l'Université de Hearst et le Collège Boréal. On est francophone, on est moins mobile,
Et les femmes, on est moins mobiles aussi. Donc, on a accès à de l'éducation postsecondaire avancée. Puis ça fait l'Université de Hearst, c'est 50 ans. Le Collège Boréal, on est un des vieux collèges francophones en Ontario. Puis ça a été une formation excellente là, pour monter les statistiques dans le coin au niveau de la scolarité. Effectivement. Merci pour votre participation.